Ma mère a laissé un message vocal disant « Tu es exclu. Ne reviens pas. Nous tournons la page sans toi. » J'ai répondu par SMS « D'accord. » J'ai tourné la page la première. Fiducie verrouillée. Maison finalisée. Le lendemain matin, 46 appels manqués et un message de leur avocat sont apparus. Nous avons un problème sérieux. J'ai ri aux éclats et j'ai répondu. Il était 23h47 un mardi quand mon téléphone a vibré. J'ai vu « Maman » s'afficher sur l'écran et j'ai failli ne pas répondre. J'aurais aimé ne pas le faire, car ce que j'ai entendu ensuite n'était pas seulement un message vocal. C'était un coup de massue sur 32 ans de ma vie. Tu es exclu. Ne reviens pas. Nous tournons la page sans toi. L'histoire principale. Cette voix froide et finale. Je ne l'avais entendue que 2 fois auparavant. Une fois quand elle a licencié son assistante personnelle pour une erreur de comptabilité mineure, et une fois quand elle a rompu les liens avec son propre frère après un désaccord sur la disposition des places lors de la fête de l'Action de grâce. 7 secondes. 12 mots. C'était tout. 32 ans à être sa fille, effacée. Je suis resté assise là, dans mon bureau à domicile, à fixer mon téléphone, attendant qu'il m'offre une sorte d'explication. Le curseur clignotait sur mon écran d'ordinateur, se moquant de moi. Dehors, le chien de Madame Patterson aboyait pour rien, comme tous les autres soirs. Tout semblait d'un calme troublant pour un moment qui aurait dû briser mon monde entier. Mon doigt a plané au-dessus du bouton de rappel. Une partie de moi, l'ancienne moi, réclamait des réponses, désespérée de savoir quel crime imaginaire j'avais commis cette fois-ci. Mais une part plus grande et bien plus sage, celle qui s'était discrètement renforcée au fil des ans, en savait davantage. Maman ne discutait pas. Elle émettait des déclarations et s'attendait à une obéissance immédiate, à des courbettes, ou de préférence aux 2. Alors, j'ai tapé une réponse à la place. D'accord. Un mot, 2 syllabes en français, 7 lettres. C'était comme une libération, une acceptation. C'était comme une prise de pouvoir. Puis j'ai fait quelque chose que je planifiais depuis des mois, quelque chose que je n'avais jamais tout à fait eu le courage d'exécuter. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai consulté les documents de la fiducie familiale. Mon père avait insisté pour que je sois cofiduciaire il y a 3 ans, lorsqu'il est décédé. Maman avait protesté, bien sûr. Il avait dit quelque chose de vague sur l'équilibre et la surveillance à l'époque, ce que je n'avais pas pleinement compris. Mais la compréhension est venue plus tard, pièce par pièce douloureuse, alors que je la regardais manipuler les décisions financières et la dynamique familiale avec une cruauté impitoyable. Cette fiducie n'était pas seulement un tas d'argent. Elle contrôlait tout, le vaste domaine familial à Westchester, des propriétés commerciales à Manhattan, un portefeuille d'investissement de plusieurs millions de dollars qui avait prospéré sous ma gestion attentive, et surtout, la maison de plage à Cape Cod, un lieu qui appartenait à notre famille depuis 4 générations. Papa, que son âme brillante et prévoyante soit bénie, l'avait structuré de manière à ce que les décisions majeures nécessitent les signatures des 2 fiduciaires. Maman pouvait suggérer, proposer, argumenter, et même crier tout ce qu'elle voulait, elle ne pouvait pas exécuter de transfert ou de vente sans mon approbation. Pendant 18 mois, elle avait essayé de vendre cette propriété de Cape Cod. Un promoteur offrait une somme indécente, voulant raser l'histoire de notre famille pour construire des condos de luxe. Maman voyait des signes de dollars. Je voyais le porche où papa m'avait appris à lire, la cuisine où grand-mère Catherine m'avait montré comment faire sa célèbre tarte au bleuet, le quai où j'avais passé d'innombrables étés à apprendre que le silence pouvait être une compagnie, et non une punition. J'avais temporisé, trouvant toutes les raisons procédurales pour retarder, espérant qu'elle finirait par valoriser quelque chose au-delà des marges de profit. Cet espoir est mort quelque part vers le 7e mot de son message vocal. J'ai ouvert mes courriels et rédigé un message à Laurence Garrett, l'avocat de la fiducie. L'objet, exercice formel de l'autorité de cofiduciaire, résiliation de transactions immobilières. Professionnel, net, irrévocable. Le courriel détaillait mon retrait immédiat de consentement pour la vente de Cape Cod, mon refus du refinancement en cours de la propriété de Westchester que maman avait proposé, et une demande formelle d'audit complet de toutes les transactions de la fiducie des 24 derniers mois. J'avais remarqué des irrégularités depuis un certain temps, de petites choses qui ne collaient pas tout à fait. Maintenant, c'était le moment idéal pour les examiner au microscope. J'ai cliqué sur envoyer à minuit 23. Ensuite, j'ai changé tous mes mots de passe,
activer l'authentification à 2 facteurs et transférer des copies de tout vers une adresse courriel personnelle à laquelle maman n'avait jamais eu accès. Le sommeil aurait dû être impossible. Mon esprit aurait dû s'emballer, mais je suis allé me coucher et j'ai mieux dormi que je ne l'avais fait depuis des années. Le matin est arrivé avec une lumière pâle filtrant à travers les rideaux de ma chambre et le son de mon téléphone qui perdait complètement la tête. 46 appels manqués, 17 messages vocaux, 63 SMS. Je n'y ai même pas jeté un coup d'œil. D'abord un café, puis j'ai pris mon temps pour choisir une tasse, j'ai même fait des œufs brouillés. Ensuite, j'ai daigné regarder. Les messages suivaient une progression prévisible, presque comique. Les premiers de maman alternaient entre confusion et irritation. Appelle-moi immédiatement. C'est quoi ces bêtises dont Laurence parle? Arrête d'être puéril. Puis tante Pamela s'en est mêlée, bien sûr, laissant des messages essoufflés sur l'unité familiale et le fait de ne pas prendre de décisions irréfléchies. Mon cousin Trevor a envoyé une série de SMS de plus en plus frénétiques disant que je gâchais tout et que j'étais égoïste, ce qui, honnêtement, était un comble venant de quelqu'un qui avait emprunté 40 000 $ à la fiducie pour une entreprise commerciale qui s'était avérée être un temps partagé à Atlantic City. Mais le message qui m'a fait rire aux éclats est venu de Sterling & Ross, le cabinet d'avocats que maman avait manifestement appelé dans un état de panique totale. Ligne de milieu d'abonnement. D'ailleurs, si cette histoire de trahison familiale et d'émancipation inattendue résonne en vous, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton d'abonnement. Vous ne voudrez pas manquer les péripéties et les leçons durement acquises à venir. L'avocat était Gérald Winters, et son courriel portait ce genre d'alarme à peine contenue suggérant que maman lui avait déjà hurlé dessus au moins 2 fois. Mademoiselle est, disait-il. Nous représentons Constance et les questions relatives à la fiducie de la famille est. Nous avons un problème sérieux qui nécessite une discussion immédiate. Veuillez contacter nos bureaux dès que possible. Je l'ai lu 3 fois, savourant chaque mot soigneusement choisi. Le problème sérieux était clair. Maman avait apparemment promis au promoteur que la vente de Cap Cod serait conclue dans les 30 jours. Elle avait probablement déjà dépensé cet argent dans sa tête, planifiant la manière dont elle allouerait les fonds sans me consulter. Le refinancement de la propriété de Westchester était probablement destiné à combler un déficit dont je n'étais même pas encore au courant. J'ai répondu à Gérald Winters avec exactement la même énergie que celle que j'avais mise dans le message vocal de maman. Conformément au document de la fiducie exécuté par Harold et en mars 2019, je ne suis nullement tenu d'approuver des transactions que je juge contraires à l'objectif déclaré de la fiducie, à savoir le maintien du patrimoine familial. Ma position est finale. Toutes les communications futures devront passer par mon avocate, Christina Ville, chez Morrison & Associates. Christina était mon avocate depuis 6 mois, un véritable requin réputé pour être absolument intrépide dans les litiges de fiducie familiale. Elle facturait 450 $ l'heure, et elle valait chaque centime. Maman a naturellement rappelé. J'ai laissé le message aller sur la boîte vocale et j'ai continué à prendre mon petit déjeuner. Maman, bien sûr, n'en avait aucune idée. Elle ne pouvait pas savoir car elle n'avait jamais pris la peine de s'intéresser à ma vie. Mais ce qu'elle ignorait, c'est que je m'étais discrètement, inconsciemment, préparé à cette éventualité depuis plus d'1 an. Chaque fois qu'elle rejetait mes préoccupations concernant la gestion de la fiducie ou levait les yeux au ciel face à mes questions sur la documentation, je bâtissais une forteresse d'information et de protection juridique. J'avais commencé à tenir des registres méticuleux de chaque conversation, date, heure, citation spécifique. Lorsqu'elle avait mentionné nonchalamment l'exploration d'options pour la propriété de Cap Cod lors du dîner de Noël de l'année dernière, je l'avais documenté. Lorsqu'elle balayait mes questions sur les frais de consultation d'un méprisant, les affaires de famille sont compliquées, chérie, je notais ses paroles exactes, son ton. Papa m'avait appris que la documentation était le pouvoir. Il avait travaillé dans le droit des contrats pendant 37 ans avant sa crise cardiaque. Et l'une des dernières conversations cohérentes que nous ayons eues portait sur la protection de cette fiducie. Il m'avait regardé avec ses yeux gris clairs et m'avait dit, « Ta mère t'aime, mais elle aime encore plus le contrôle. Ne la laisse pas confondre les deux. » Je n'avais pas compris à l'époque. Pas vraiment. Mais assise à ma table de cuisine maintenant, regardant mon téléphone s'allumer avec des messages de plus en plus frénétiques, je comprenais parfaitement. Vers 10 heures ce matin-là, on a sonné à ma porte. J'ai vérifié la caméra de sécurité. Tante Pamela se tenait sur mon porche, vêtue de ce que j'ai immédiatement reconnu comme sa tenue d'intervention sérieuse, tailleur bleu marine ajusté, perle, la totale.
Elle portait exactement la même chose lorsqu'elle avait essayé de convaincre le frère de papa de vendre son entreprise de construction à perte pendant la récession de 2008. Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai regardé alors qu'elle sonnait 4 fois de plus, scruté mes fenêtres avant, et finissait par glisser un mot écrit à la main dans ma boîte aux lettres. La note, que j'ai récupérée 1 heure plus tard, était un chef-d'œuvre de manipulation déguisé en inquiétude. Ma très chère Nathalie, disait-elle, ta mère est hors d'elle tant elle s'inquiète. Quel que soit le malentendu qui a eu lieu, je suis certaine que nous pouvons le résoudre en famille. S'il te plaît, appelle-moi dès que possible afin que nous puissions en discuter rationnellement. La famille, c'est tout, et nous devons protéger ce que ton père a bâti. Avec amour et inquiétude, tante Pamela. Le mot « rationnellement » était souligné 2 fois. L'implication, bien sûr, était que j'étais celle qui était irrationnelle. Ma réaction à une exclusion par message vocal était apparemment l'élément déraisonnable dans cette équation. J'ai pris une photo du mot et l'ai envoyée à Christina avec la légende, preuve d'une campagne de pression coordonnée. Documente tout, sa réponse a été presque immédiate. Déjà sur le coup. Garde un journal de toutes les tentatives de contact. Cela montre une conscience de culpabilité de leur part. À midi, la situation était passée au niveau d'urgence familiale maximale. Mon oncle, à qui je n'avais probablement pas parlé depuis 5 ans, a laissé un message décousu disant qu'il pensait à papa et à ce qu'il aurait voulu. Même ma colocataire d'université a appelé, ce qui signifiait que maman avait réussi à retrouver des personnes de mon passé pour créer une coalition d'intervention. Le message pour ma colocataire était désolé, confus, manifestement le résultat de l'histoire que maman avait inventée sur sa fille ingrate et instable qui faisait une sorte de dépression. J'ai passé l'après-midi à faire exactement ce que j'aurais dû faire il y a des années, un examen complet de chaque transaction de la fiducie depuis la mort de papa. Ce que j'ai trouvé a rendu mes soupçons précédents bien anodins. Maman avait systématiquement gonflé les frais de gestion, les acheminant via une société de conseil qui, il s'est avéré, appartenait au mari de tante Pamela. Elle avait approuvé un prêt de 75 000 $ à Trevor sans aucune documentation appropriée ni modalité de remboursement. Il y avait des paiements de taxes foncières qui semblaient trop élevés, des dépenses d'entretien qui ne correspondaient pas au travail réellement effectué, et une série mystérieuse de transferts étiquetés, préservation du patrimoine, qui totalisaient près de 200 000 $ sur 18 mois. Chaque transaction individuelle était assez petite pour éviter de déclencher des examens automatiques. Ensemble, elles dressaient le portrait de quelqu'un traitant une fiducie familiale comme un compte courant personnel. J'ai tout envoyé à Christina avec une simple note, à quel point est-ce illégal ? Sa réponse est revenue en moins d'1 heure. Extrêmement. Nous devrions parler. Nous avons parlé pendant 90 minutes. Christina m'a expliqué le manquement à l'obligation fiduciaire, l'intérêt personnel, la fraude possible et une douzaine d'autres termes juridiques qui signifiaient fondamentalement que maman avait volé l'héritage de sa propre famille. Les documents de la fiducie étaient en béton. Papa s'en était assuré. Chaque transaction nécessitait une documentation appropriée, des objectifs commerciaux légitimes et un bénéfice égal pour tous les bénéficiaires. Maman avait violé environ 70% de ces dispositions. Nous pouvons demander sa destitution en tant que fiduciaire, a déclaré Christina. Tu prends le contrôle exclusif, et elle ferait probablement face à de graves conséquences juridiques, ou nous pouvons proposer un règlement. Elle démissionne, rembourse ce qu'elle a pris, et nous ne poursuivons pas au criminel. L'ancienne moi, celle qui avait passé sa vie à essayer d'éviter les drames familiaux et le scandale, aurait choisi le règlement instantanément. Mais cette version de moi-même avait reçu un message vocal lui disant qu'elle était exclue, que sa propre mère tournait la page sans elle, comme si elle était une entreprise en faillite au lieu d'un être humain. Avant que je ne puisse répondre, Christina a ajouté quelque chose qui a scellé ma décision. Je dois mentionner que si tu choisis la voie du règlement, rien ne l'empêchera de recommencer avec une autre fiducie ou succession. Les gens comme ta mère ne changent pas de comportement sans conséquences graves. Ils deviennent simplement meilleurs pour se cacher. J'ai pensé aux enfants de Trevor, 7 et 9 ans. J'ai pensé à la fille de ma cousine Andrea, qui aurait 18 ans dans 6 ans. J'ai pensé aux générations futures qui pourraient se retrouver à gérer des actifs avec quelqu'un qui avait prouvé qu'on ne pouvait pas lui confier de responsabilité fiduciaire. Demande la destitution, ai-je dit. Et je veux que cet audit soit complété par un comptable spécialisé en jury-comptabilité indépendant. Chaque transaction, chaque reçu, tout. Le sourire de Christina était presque audible au téléphone. J'espérais que tu dirais ça.
La semaine entre l'engagement de Christina et le dépôt effectif des documents a été d'une intensité surréaliste. Maman a apparemment réalisé qu'elle avait commis une erreur tactique avec ce message vocal, car son approche a radicalement changé. Les messages colériques et méprisants ont cessé. À la place, j'ai commencé à recevoir ce que j'appelais en privé, l'offensive de réconciliation. Il y eut d'abord les fleurs. Des arrangements massifs livrés à mon bureau 3 jours de suite, chacun avec des cartes de plus en plus élaborées. Je pense à toi, chérie. La famille pour toujours avec amour. Ma fille me manque. Mes collègues ont d'abord été impressionnés par ces étalages jusqu'à ce que j'explique le contexte. Après cela, ils ont commencé à les appeler les « bouquets de culpabilité » et à parier sur le nombre de bouquets qui arriveraient encore. Puis vint le colis, une boîte en velours contenant le bracelet en saphir de ma grand-mère, celui qu'on m'avait dit perdu après la mort de grand-mère Catherine. La note qui l'accompagnait disait « Trouvez ceci en rangeant. Il devrait être à toi. Je t'aime toujours, maman. » Le bracelet valait environ 15 000 $, mais sa valeur sentimentale était incalculable. Grand-mère Catherine l'avait porté chaque jour de sa vie adulte. J'avais posé des questions à ce sujet à plusieurs reprises après les funérailles, pour m'entendre dire qu'il avait dû être égaré lors du règlement de la succession. Maintenant, soudainement, il apparaissait impeccable et parfaitement conservé juste au moment où maman avait besoin d'un levier. J'ai pris des photos de tout, documenté les heures de livraison et ajouté le tout au dossier grandissant que Christina constituait. Tentative de corruption, l'a-t-elle appelée. Preuve que maman est consciente d'avoir surestimé sa position. Les appels téléphoniques ont évolué aussi. Maman a cessé de laisser des messages vocaux et a commencé à apparaître dans les endroits où elle savait que je serais. Elle s'est présentée à ma salle de sport un matin dans des vêtements de sport chers et décontractés qu'elle avait manifestement achetés spécifiquement pour l'embuscade. Je l'ai vue par la fenêtre avant même d'entrer et j'ai conduit vers un autre endroit à l'autre bout de la ville. Elle a essayé mon café préféré, se tenant près de l'entrée comme si elle se trouvait là par hasard. J'ai commandé via une application mobile et j'ai demandé à quelqu'un d'autre d'aller chercher ma commande. Elle s'est même présentée à mon immeuble de bureau, attendant dans le hall avec une expression qui réussissait à transmettre à la fois celle de la mère blessée et de la martyre patiente. La sécurité a appelé pour m'avertir, et je suis parti par le garage de stationnement. Chaque tentative ratée était documentée. Chacune s'ajoutait à un modèle qui, selon Christina, serait utile au tribunal. Les juges n'aiment pas la coercition, a-t-elle expliqué. Et ce qu'elle fait est un comportement coercitif de manuel. Te couper les ponts quand elle pensait avoir le pouvoir, puis essayer désespérément de te ramener quand elle a réalisé que c'est toi qui détenais le véritable levier. Les documents juridiques sont tombés le lundi suivant. Maman a reçu une notification formelle indiquant que je demandais au tribunal de la destituer de son rôle de fiduciaire pour manquement à l'obligation fiduciaire, intérêt personnel et mauvaise gestion des actifs de la fiducie. Le dépôt incluait une comptabilité préliminaire montrant les transactions douteuses et demandant un audit jury comptable complet aux frais de maman. Mon téléphone a littéralement explosé. Cette fois, les messages n'étaient ni confus ni irrités. Ils étaient paniqués, colériques, désespérés. Maman a laissé un message vocal qui a commencé par des menaces et s'est terminé par quelque chose qui aurait pu être des larmes, mais qui aurait tout aussi bien pu être de la pure rage. Le mari de tante Pamela a appelé depuis 3 numéros différents, chaque message étant plus agressif que le précédent. Les SMS de Trevor ont dégénéré en attaques personnelles et en insultes créatives. Mais il y avait d'autres messages aussi. Ma cousine Andrea, avec qui j'avais perdu contact après son déménagement en Oregon, a envoyé un long courriel disant qu'elle avait toujours soupçonné que quelque chose n'allait pas avec la gestion de la fiducie et qu'elle était reconnaissante que quelqu'un ait enfin le courage de faire une enquête. Le frère de papa, oncle Laurence, a appelé pour offrir son soutien discret, mentionnant qu'il avait lui-même eu des inquiétudes concernant les décisions financières de maman pendant des années. Même Madame Patterson d'à côté m'a arrêté pendant que je prenais mon courrier pour dire qu'elle avait entendu parler par le bouche à oreille de certains problèmes familiaux et qu'elle voulait que je sache qu'elle m'avait toujours considéré comme la personne intelligente et sensée. L'audience au tribunal était prévue dans 6 semaines. Christina m'avait prévenu que cela deviendrait plus laid avant de s'améliorer, et elle avait absolument raison. Maman a engagé 3 cabinets d'avocats différents, espérant apparemment que le volume compenserait le manque de fondements juridiques réels. Ils ont déposé des motions, des demandes reconventionnelles, des demandes d'injonction d'urgence. Un avocat a soutenu que j'étais mentalement instable et que j'agissais sous la contrainte. Un autre a prétendu que j'avais manipulé papa pendant sa maladie finale pour obtenir le statut de fiduciaire.
Un troisième a soumis une requête suggérant que je sois démise pour abus d'autorité fiduciaire parce que je ne voulais pas approuver la vente de Capcode. Chaque dépôt était plus désespéré que le précédent, et chacun révélait à quel point il n'avait que peu de terrain juridique sur lequel s'appuyer. Christina les a démantelés méthodiquement. Elle a soumis les documents originaux de la fiducie de papa montrant ses intentions explicites de préserver les propriétés familiales. Elle a fourni des preuves par courriel de mes tentatives répétées de discuter des transactions avec maman, lesquelles avaient toutes été rejetées ou ignorées. Elle a inclus le témoignage de l'avocat d'origine de la fiducie, qui a confirmé que papa avait spécifiquement voulu 2 fiduciaires pour empêcher exactement le genre de prise de décision unilatérale que maman avait tenté. Le rapport préliminaire du comptable spécialisé est arrivé 3 semaines avant l'audience, 37 pages d'analyse détaillée. C'était dévastateur. Le détournement réel s'approchait des 400 000 $ une fois que tout avait été correctement retracé. Les frais de consultation n'avaient aucun but commercial légitime. Les prêts violaient les dispositions de la fiducie. Les transferts pour la préservation du patrimoine étaient allés vers des comptes qui profitaient personnellement à maman plutôt qu'à la fiducie elle-même. La comptable, une femme brillante nommée Dr Patricia Monroe, spécialisée dans les cas de fraude financière, avait trouvé des schémas que j'avais manqués même avec mon examen attentif. Elle a retracé la propriété de la société de conseil à travers 3 sociétés écrans avant de la relier définitivement au mari de tante Pamela. Elle a documenté comment les frais de gestion immobilière gonflés coïncidaient exactement avec l'achat par maman d'un condo de luxe à Miami dont elle ne m'avait jamais parlé. Elle avait même trouvé des preuves que maman avait sous-évalué les actifs de la fiducie dans les déclarations obligatoires tout en les utilisant simultanément comme garantie pour des prêts personnels. Votre mère est sophistiquée dans sa tromperie, m'a dit la docteure Monroe lors d'une vidéoconférence. Ce ne sont pas des erreurs d'amateur. Quelqu'un lui a appris à structurer les transactions pour éviter une détection immédiate, l'espacement des retraits, la variété des justifications, la superposition des structures d'entreprise. Cela suggère une planification et une intention. J'ai demandé qui aurait pu lui apprendre, bien que je soupçonnais déjà la réponse. La société de conseil a été créée 7 mois après le décès de votre père, a déclaré la docteure Monroe. Les documents de constitution listent le mari de votre tante comme président et votre mère comme secrétaire. Ils ont déposé une demande de classification LLC qui offre certains avantages fiscaux et des protections en matière de responsabilité. C'était un vol opportuniste. C'était une stratégie coordonnée. Ainsi, maman et tante Pamela travaillaient ensemble depuis le début, se partageant l'héritage de papa comme s'il s'agissait d'un bien commun au lieu d'une fiducie destinée à bénéficier à plusieurs générations. La trahison n'aurait pas dû me surprendre, mais la préméditation pure rendait les choses encore pires. Ils ont planifié cela alors que j'étais encore en deuil, pendant que j'essayais de comprendre comment être fiduciaire et honorer les volontés de papa. Christina a examiné les conclusions du docteur Monroe et a ajouté une autre couche à notre dossier. Nous allons demander à la Cour d'examiner si le mari de votre tante devrait être tenu de rembourser les frais de consultation en tant qu'accessoire à la violation, et je pense que nous devrions demander une ordonnance d'interdiction temporaire empêchant votre mère d'accéder aux actifs de la fiducie tant que cette affaire est en cours, a déclaré Christina. L'ordonnance d'interdiction a été accordée en moins de 48 heures. La juge Reigne a examiné le rapport médico-légal préliminaire et le mode de contact tenté par maman, puis a émis une ordonnance gelant tous les comptes de la fiducie, à l'exception d'un petit fonds de roulement auquel je pouvais accéder pour les dépenses légitimes. Maman ne pouvait rien vendre, rien transférer, ni même se verser les modestes honoraires de fiduciaire que les documents autorisaient. J'ai entendu parler de sa réaction par une tierce personne, un cousin qui l'avait appris de la tante Pamela. Apparemment, maman était à son club de golf lorsqu'elle a essayé d'utiliser une carte de crédit rattachée à l'un des comptes de la fiducie pour ses cotisations mensuelles. La carte a été refusée. Lorsqu'elle a appelé la banque, ils l'ont informé que le compte était gelé par décision de justice. Elle a quitté le club immédiatement, s'est rendue directement au bureau de son avocat et a fait ce que les témoins ont décrit comme une crise de nerfs complète. Une partie de moi, je ne vais pas mentir, a ressenti une satisfaction profonde et primaire à cette image. Mais une plus grande partie se sentait simplement fatiguée. C'était ma mère, la femme qui m'avait appris à faire du vélo et m'avait aidé à réviser pour les examens d'entrée à l'université. La femme qui m'avait organisé une fête surprise pour mes 30 ans et qui avait pleuré lors de ma remise de diplôme d'études supérieures. Comment en étions-nous arrivés là? Quand l'argent était-il devenu plus important que la relation elle-même? Mais je connaissais la réponse. L'argent avait toujours été important pour maman, peut-être plus important que toute autre chose.
J'avais simplement été trop jeune, trop optimiste, trop investi dans le fantasme de la personne que je voulais qu'elle soit, au lieu d'accepter qui elle était réellement. Cela dépasse la violation civile, m'a dit Christina lors d'une de nos séances de préparation. Le procureur de district pourrait être intéressé par cela. Je n'avais pas voulu que cela aille aussi loin, mais les avocats de maman ont alors déposé une requête m'accusant d'abus envers les personnes âgées et d'exploitation financière. L'ironie était si forte qu'on aurait pu la servir au dîner de la fête de l'Action de grâce. L'accusation d'abus envers les personnes âgées m'a particulièrement stupéfié parce qu'il s'agissait de toute évidence d'une projection. La requête affirmait que j'isolais maman de la famille, l'empêchait d'accéder aux ressources dont elle avait besoin et utilisait ma position de fiduciaire pour la contrôler et la manipuler. Elle me peignait comme un prédateur calculateur qui avait en quelque sorte lavé le cerveau de papa pour qu'il me nomme cofiduciaire spécifiquement afin que je puisse voler la fortune familiale. Christina a d'ailleurs ri en la lisant. Ils décrivent exactement ce que votre mère vous a fait. Le message vocal à lui seul prouve que c'est elle qui tente de vous isoler, et les registres financiers montrent qui a réellement détourné des fonds. Cette requête va se retourner contre eux de manière spectaculaire, m'a assuré Christina. Elle avait raison, mais cela faisait quand même mal. Cela faisait mal de voir ces accusations dans des documents juridiques formels, de savoir que quelque part dans l'esprit de maman, elle s'était convaincue que ce récit était vrai. Ou peut-être savait-elle que c'était faux et s'en fichait elle tout simplement, prête à dire n'importe quoi pour modifier la perception de la cour en sa faveur. La requête comprenait des déclarations de 3 membres de la famille, tante Pamela, Trevor et ma cousine Madison, à qui j'avais à peine parlé depuis des années. Chacun témoignait de mon comportement inquiétant, de mes accusations paranoïaques, de mon aliénation des valeurs familiales. La déclaration de Madison mentionnait même que j'avais manqué les 2 derniers rassemblements familiaux, présentant cela comme une preuve de mes tendances antisociales plutôt que de reconnaître que les 2 événements avaient été programmés pendant des voyages d'affaires dont j'avais informé tout le monde des mois à l'avance. Christina a déposé une réponse incluant l'enregistrement du message vocal, les transcriptions des dizaines de messages de plus en plus menaçants que j'avais reçus, des photos de tante Pamela à ma porte et de maman sur mon lieu de travail, ainsi qu'une chronologie de mes tentatives documentées de communiquer avec maman au sujet des affaires de la fiducie, tentatives qu'elle avait ignorées ou rejetées. Elle a également soumis des déclarations de 3 de mes collègues attestant de ma compétence professionnelle et de ma stabilité émotionnelle, ainsi qu'une déclaration de mon thérapeute confirmant que je suivais régulièrement des séances de conseil depuis plus de 2 ans et que je ne montrais aucun signe de l'instabilité alléguée par les avocats de maman. Faites ce que vous pensez être juste, ai-je dit. J'en ai fini de protéger les gens qui ne m'ont jamais protégé. L'audience elle-même fut presque décevante. Maman s'est présentée avec tante Pamela et Trevor, tous 3 vêtus comme s'ils assistaient à des funérailles. Et d'une certaine manière, c'était le cas, les funérailles de leur accès à l'argent qu'ils avaient toujours considéré comme légitimement le leur, peu importaient les intentions de papa. La juge était une femme au début de la soixantaine nommée Victoria Règne, qui avait la réputation de n'avoir aucune tolérance pour les manquements aux obligations fiduciaires. Elle a examiné le rapport médico-légal, étudié les documents de la fiducie et écouté les 2 parties. Les avocats de maman ont essayé de me dépeindre comme vindicative et instable, motivée par des griefs personnels plutôt que par des préoccupations légitimes de gestion de fiducie. La juge Règne les a coupés en plein milieu de leur argumentaire. Maître, j'ai examiné les preuves. Les dynamiques personnelles sont hors de propos lorsque nous discutons de violations documentées des devoirs fiduciaires. Avez-vous une défense réelle concernant les transactions elles-mêmes, a-t-elle demandé. Ils n'en avaient pas. Ce qu'ils avaient, c'était des excuses, des explications sur la façon dont maman avait eu l'intention de documenter les choses correctement, sur le fait que les honoraires étaient raisonnables compte tenu de son investissement en temps. Rien de tout cela ne répondait au fait fondamental qu'elle avait violé les dispositions de la fiducie de manière répétée et systématique. La décision de la juge a pris moins de 10 minutes. Maman a été révoquée de son rôle de fiduciaire immédiatement, sommée de rembourser tous les fonds détournés dans les 90 jours, et s'est vue interdire tout rôle futur dans l'administration de la fiducie. On m'a accordé l'autorité fiduciaire exclusive avec la surveillance d'un contrôleur de fiducie indépendant pour la première année afin de garantir le respect des procédures à l'avenir. Madame est, a dit la juge Règne en regardant directement ma mère d'une voix nette et claire, on vous a confié un poste de confiance et de responsabilité, et vous en avez abusé. Le fait que les bénéficiaires soient des membres de votre famille rend la situation pire, pas meilleure. Vous devriez être reconnaissante que votre fille fasse preuve de retenue et ne poursuive pas d'accusations criminelles. Le visage de maman est passé par plusieurs nuances de rouge et de blanc.
Tante Pamela lui a saisi le bras comme si elle risquait de s'effondrer physiquement. Trevor m'a simplement regardé avec une haine pure qui aurait probablement dû m'affecter plus qu'elle ne l'a fait, mais je n'ai rien ressenti. Pas de triomphe, pas de justification, juste une sorte de soulagement creux que ce soit enfin terminé. Les suites ont pris des mois à se résoudre complètement. Maman a essayé de négocier les conditions de remboursement, affirmant qu'elle n'avait pas d'actifs liquides pour couvrir la totalité de la somme. Christina, toujours préparée, a obtenu des copies de ses relevés bancaires qui racontaient une histoire très différente. L'argent est revenu par versement, chaque paiement causant probablement une douleur physique réelle à maman. Le processus de remboursement lui-même est devenu un autre champ de bataille. Le premier versement de maman a eu 3 semaines de retard, accompagné d'une lettre de son avocat expliquant des problèmes de trésorerie inattendus. Christina a répondu en déposant une requête pour outrage au tribunal. Le deuxième paiement est arrivé le lendemain, en service express de nuit avec confirmation de suivi. Maman a tenté de déclarer le condo de Miami comme sa résidence principale, ce qui l'aurait protégé d'une vente forcée en vertu des lois de Floride sur la protection du foyer. Christina a répliqué avec des preuves que maman avait vécu à Westchester pendant 43 années consécutives et n'avait acheté la propriété de Miami que 18 mois plus tôt comme investissement. Le tribunal lui a ordonné de le vendre. Le condo s'est vendu pour $620 000, bien plus que les $400 000 qu'elle devait à la fiducie. Je n'ai pas demandé ce qu'elle avait fait de la différence. Cet argent lui appartenait, provenant de son propre investissement. Même si les fonds d'achat initiaux étaient douteux, je n'étais pas intéressé par le fait de la punir au-delà de ce que la justice exigeait. Je voulais seulement que la fiducie soit rétablie et protégée. Le mari de tante Pamela, Gerald, que j'avais toujours considéré comme relativement inoffensif, a reçu l'ordre de rembourser $215 000 en frais de consultation frauduleux. Il a apparemment essayé de se déclarer en faillite pour éviter le paiement, mais Christina avait anticipé ce mouvement. Elle avait déposé la réclamation de la fiducie en tant que dette pour fraude, ce qui n'est pas libérable en cas de faillite. Gerald a fini par vendre son bateau, sa collection de voitures anciennes et une propriété de vacances dans les Berkshires. Tante Pamela a cessé de me parler entièrement après cela, ce qui ressemblait moins à une perte qu'à un soulagement. Elle a envoyé un courriel 6 mois après le jugement disant que j'avais détruit la sécurité financière de sa famille pour de petites rancunes et qu'elle espérait que je pourrais vivre avec cette culpabilité. Je l'ai supprimé sans répondre. Il n'y a aucun intérêt à discuter avec des gens qui refusent fondamentalement de reconnaître la réalité. La propriété de Cape Cod est restée dans la fiducie. J'ai fait rénover toute la maison, mis à jour l'électricité et la plomberie, et établi une petite dotation pour couvrir l'entretien à perpétuité. Ensuite, je l'ai ouverte aux membres de la famille qui appréciaient réellement ce qu'elle représentait. Andrea y a amené ses enfants pendant 2 semaines cet été-là. L'oncle Laurence y a passé un mois pour travailler sur ses mémoires. Plusieurs cousins que je connaissais à peine m'ont contacté pour demander s'ils pouvaient y réserver du temps. C'est devenu ce que papa avait toujours voulu, un lieu de rassemblement pour la famille, et non une marchandise à liquider pour un gain à court terme. Je n'ai plus jamais parlé à maman. Elle envoyait occasionnellement des courriels par l'intermédiaire de ses avocats, généralement au moment des fêtes ou des anniversaires, avec des tentatives de réconciliation timides qui incluaient toujours une mention de la fiducie ou de l'argent auquel elle estimait avoir droit. Je les supprimais sans lire au-delà du premier paragraphe. Tante Pamela a essayé de négocier la paix une seule fois, en m'invitant à un dîner de famille où elle promettait que maman s'excuserait. J'ai refusé. Les excuses sans changement ne sont que des mots, et j'avais entendu assez de mots de maman pour plusieurs vies. Trevor a apparemment raconté à quiconque voulait l'écouter que j'avais volé son héritage, ce qui était de la fiction créative, étant donné qu'il n'avait jamais eu droit à quoi que ce soit de la fiducie en premier lieu. L'histoire a évolué au fil du temps jusqu'à ce que certains cousins croient réellement que j'avais manipulé papa sur son lit de mort et falsifié des documents. J'ai cessé de me soucier de ce qu'ils croyaient aux alentours de la 3e version de la rumeur. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est le soutien qui a émergé de coins inattendus de l'arbre généalogique. La cousine de papa, Ruth, qui avait 83 ans et vivait dans une maison de retraite au Vermont, m'a envoyé une lettre manuscrite sur du papier bleu pâle. Son écriture était tremblante mais lisible, et les mots ont frappé plus fort que n'importe quelle victoire juridique. « Ton père serait si fier de toi », a-t-elle écrit. J'ai regardé ta mère manipuler les finances familiales pendant des années, s'attribuant toujours le mérite du travail acharné de ton père tout en dépensant l'argent comme s'il poussait dans les arbres. Harold savait comment elle était, c'est pourquoi il a configuré la fiducie de cette façon.
Il m'a dit une fois que tu étais la seule personne en qui il avait une confiance totale pour l'avenir de la famille. Je suis heureuse que tu lui aies donné raison. La lettre est arrivée lors d'une journée particulièrement difficile, une journée où j'avais remis en question toutes mes décisions malgré la validation de la cour. J'ai dû la lire 20 fois, traçant de mes doigts l'écriture soigneuse de Ruth, me sentant connecté à papa d'une manière que je n'avais plus ressentie depuis sa mort. Je me suis rendu au Vermont le week-end suivant pour lui rendre visite. Nous avons passé 4 heures à parler de papa, de son enfance, de l'homme qu'il était avant ma naissance. Ruth avait des histoires que je n'avais jamais entendues, des souvenirs qui peignaient un portrait plus complet de qui il était et de ce qu'il valorisait. Ta mère n'a pas toujours été comme ça, a dit Ruth à un moment donné, sa voix s'adoucissant avec quelque chose qui aurait pu être de la pitié. Quand Harold et elle se sont mariés, elle était ambitieuse mais juste. Le succès l'a changée. Je pense que plus il gagnait d'argent, plus elle avait besoin de contrôler. Harold l'a vu arriver mais l'aimait quand même. Il s'est simplement assuré de protéger ce qui comptait le plus. Cette conversation a changé quelque chose en moi. Maman n'avait pas toujours été la méchante de cette histoire. Elle avait choisi de devenir cette personne, avait pris des décisions qui donnaient la priorité à la richesse plutôt qu'aux relations, au contrôle plutôt qu'à la connexion. Comprendre cela n'excusait pas son comportement, mais le rendait moins personnel d'une certaine manière, moins lié à mes échecs en tant que fille, et plus à sa propre évolution vers quelqu'un en qui je ne pouvais tout simplement pas avoir confiance. La fiducie elle-même a prospéré sous une gestion adéquate. J'ai fait appel à des conseillers professionnels, établi des procédures de documentation claires et créé un conseil de famille où tout parent de sang pouvait soulever des préoccupations ou faire des suggestions. Les propriétés commerciales à Manhattan ont généré de bons rendements. Le domaine de Westchester est devenu un lieu de célébration familiale qui n'impliquait pas maman ou son cercle immédiat. Le portefeuille d'investissement a cru régulièrement grâce à une gestion prudente et conservatrice privilégiant la stabilité à long terme sur les gains à court terme. 18 mois après ce message vocal, j'ai reçu un message d'un numéro que je ne reconnaissais pas. C'était l'ex-femme de Trevor, quelqu'un que j'avais rencontré exactement 2 fois lors d'événements familiaux. Elle avait entendu parler de ce qui s'était passé et voulait que je sache que Trevor volait sur leur compte joint depuis des années, que maman l'avait en fait encouragé et l'avait aidé à cacher des actifs pendant leur divorce. Elle avait perdu la garde de ses enfants en partie parce que maman avait payé les avocats de Trevor et fourni un témoignage affirmant qu'elle était une mère inapte. Je voulais juste que tu saches que tu as fait ce qu'il fallait, disait le message, cette famille est toxique et tu te portes mieux sans eux. Je l'ai remercié de m'avoir contacté mais n'ai pas cherché à approfondir l'information. Ce chapitre était clos. Le livre était rangé définitivement dans la section de ma vie intitulée Leçons apprises à la dure. 2 ans après ce message vocal, j'ai rencontré quelqu'un. Il s'appelait Nathan, et il était professeur d'histoire au lycée, sans aucun lien avec ma famille ou leur univers. Notre premier rendez-vous a duré 6 heures, la conversation coulant facilement sur tout et rien. Lorsqu'il m'a interrogé sur ma famille, je lui ai donné la version abrégée, compliquée, séparée, pas vraiment en contact. Cela a l'air solitaire, a-t-il dit, sincèrement. Ça l'était autrefois, ai-je admis, mais la solitude, c'est juste l'absence de personne. Ce que j'ai maintenant, c'est la paix, qui est la présence de quelque chose de bien plus précieux. Nous nous sommes mariés dans la maison de Cape Cod 2 ans plus tard. Andrea était ma demoiselle d'honneur. L'oncle Laurence m'a accompagné à l'hôtel. La cérémonie était petite, intime, remplie de gens qui me connaissaient réellement plutôt que de gens qui se sentaient obligés par le sang de faire semblant de s'intéresser à moi. Maman a envoyé un cadeau, des vases en cristal coûteux qui ont probablement coûté plus cher que le loyer mensuel de la plupart des gens. Il n'y avait pas de carte, pas de message, juste le cadeau lui-même. Je l'ai donné à une vente aux enchères caritatives et j'ai utilisé les fonds pour financer une bourse au nom de papa dans son ancienne université. Parfois, les gens me demandent si je regrette la façon dont tout s'est passé, si j'aurais aimé gérer les choses différemment ou faire plus d'efforts pour maintenir ces relations familiales. La question me dérangeait autrefois, portant l'implication que j'avais en quelque sorte échoué dans mon devoir de fille. Maintenant, je me contente de sourire et de changer de sujet car la vérité est que je ne regrette aucune décision. Ce message vocal me disant que j'étais dehors, qu'il continuait sans moi, était la communication la plus honnête que j'ai jamais reçue de ma mère. Elle pensait chaque mot jusqu'au moment où elle a réalisé que je contrôlais l'accès à l'argent qu'elle traitait comme son fonds personnel. Mon seul regret est de ne pas avoir dit d'accord plus tôt, de ne pas avoir fait ce simple pas vers la liberté des années avant de trouver enfin le courage. Mais la croissance vient quand elle vient,
pas quand nous le souhaitons. Et il y a quelque chose de beau à devenir enfin la personne que l'on a toujours été censé être. J'ai toujours ce message vocal enregistré sur mon téléphone. Tous les quelques mois, généralement quand je me sens nostalgique ou que je doute de moi, je l'écoute à nouveau. Tu es dehors. Ne reviens pas. On continue sans toi. Ces mots qui étaient censés me détruire, ils m'ont libéré. Et pour ce petit acte de cruauté, je suis presque reconnaissante. Presque. Surtout, je suis simplement contente d'avoir écouté, de l'avoir prise au mot et d'avoir construit une vie où la famille est définie par l'amour et le respect plutôt que par l'ADN partagé et l'obligation toxique. La fiducie familiale est continue de prospérer. Les propriétés sont magnifiquement entretenues. Les générations futures bénéficieront de la vision de papa et des limites que j'ai enfin eu le courage d'imposer. Et quelque part, maman raconte probablement encore à quiconque veut l'écouter l'histoire de sa fille ingrate qui a tout volé. Laissez-la parler. J'ai un mari qui m'aime, des membres de la famille qui apprécient réellement ma présence, et une maison de plage remplie de souvenirs de gens qui savaient que certains héritages valent la peine d'être protégés à tout prix. Le tout dernier message est arrivé 3 ans après ce message vocal original. L'avocat de maman a envoyé un avis formel indiquant qu'elle déposait une plainte pour influence indue et cherchait à annuler les modifications de la fiducie. Christina a lu le dossier, a ri pendant une bonne minute, elle a vraiment ri, et a renvoyé une réponse faisant référence au dossier judiciaire scellé, aux conclusions explicites de la juge et au délai de prescription qui avait expiré 18 mois auparavant. Elle est désespérée, a dit Christina. C'est ce que font les gens quand ils ont perdu le contrôle et ne peuvent pas accepter la réalité. Je n'ai pas pris la peine de répondre. Certaines conversations ne valent pas la peine d'être menées, certaines relations ne valent pas la peine d'être sauvées, et certains liens familiaux valent mieux être coupés net que laissés à s'envenimer indéfiniment. Mon téléphone n'a pas sonné avec le numéro de maman depuis plus d'1 an maintenant. Les appels manqués ont cessé. Les messages vocaux ont pris fin. Même les courriels par l'intermédiaire des avocats se sont estompés pour ne plus rien devenir. Peut-être a-t-elle enfin reçu le message que j'ai envoyé ce tout premier soir. D'accord, peut-être a-t-elle enfin compris que je ne bluffais pas, que je ne jouais pas à des jeux, que je n'allais pas revenir en rampant, demandant pardon et l'accès. Ou peut-être a-t-elle simplement épuisé ses options juridiques et ses stratégies de manipulation, acceptant enfin que certaines portes, une fois fermées, le restent. Quoi qu'il en soit, je dors profondément dans une maison remplie de paix, je me réveille aux côtés de quelqu'un qui me valorise pour qui je suis plutôt que pour ce que je peux fournir, et je gère un héritage familial qui honore la personne qui comprenait vraiment ce que la famille devrait signifier. Et chaque jour, je suis reconnaissante pour ce message vocal, ces 12 mots qui m'ont donné la permission de passer enfin, complètement et irrévocablement à autre chose. Et vous? Avez-vous déjà eu à choisir entre une obligation familiale et votre propre paix? Comment avez-vous navigué dans ces eaux impossibles? Faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous. J'aimerais vraiment entendre vos histoires.